ne fruit 90% li ko composé ndox la kon daanaka ñam bari aussi xaal daal daanaka lépp ndox la. fruit bare dafay wane ni kooku mën na dimbali nit ki ba du gaaw a màgget ay cëram duñ gaaw a sonn du gaaw a màgget. dafay renforcer système immunitaire dina tax nga am wér ba noppi dafay dimbali si wér gu yaramu bañ ak gencive muy signe bi. Samedi, dimanche sur Sen TV. Sen TV, bienvenue chez vous. Merci d'être avec nous. C'est TLV, toute la vérité, avec le ministre Souleymane Jules Diop. Bonjour. Bonjour, Pape. Oui, l'actualité au Sénégal, toujours aussi fournie. Actualité à très forte teneur politique, sociale, économique. Mais nous allons démarrer par nous incliner devant la mémoire de Sidi Lamine Niasse, que vous avez côtoyé également. Bien sûr. Bien sûr, c'est pas seulement moi, mais toute ma famille. Sidi, ma grand-mère, Hélène Seignac, a connu Sidi enfant parce qu'elle était amie de Baye Niasse. Et Sidi, comme d'ailleurs Ahmed, quand ils étaient petits, fréquentait la maison de ma grand-mère. Donc il s'est noué une relation familiale. Et quand je suis arrivé à Walfadjri, j'y ai travaillé, mais mon père aussi a travaillé après sa retraite. Donc je suis venu à Walfadjri et j'ai amené mon père à Walfadjri pendant un moment. Et donc, comme Sidi le faisait d'ailleurs, je pense que pour tous ceux qui ont côtoyé Sidi et travaillé avec lui, il avait avec chacun des relations personnelles, mais aussi des relations extra-professionnelles. Voilà, ce qui ajoutait une dimension affective au personnage, à la relation avec le personnage. Voilà, et donc, évidemment, je pense que c'est tout le Sénégal qui est peiné. Voilà, nous lui souhaitons un avenir meilleur, où il est allé, où il va. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Repose en paix, Sidi Lamine Niasse. L'actualité, avant la politique, d'abord le social, une fois n'est pas coutume, démarrons par l'Hexagone. L'histoire des gilets jaunes, vous suivez cette actualité? Oui, avec intérêt, avec beaucoup d'intérêt. Qui commence à avoir un effet domino en Europe, la France, mais présentement il y a la Belgique qui commence à connaître le même phénomène. Des gilets jaunes, des Français de classe moyenne qui exigent une meilleure condition, qui dénoncent les taxes qui les étouffent. Ça fait peur à toute la France, à toute l'Europe, mais également l'Afrique doit faire attention, non? Ça doit interpeller tous les leaders et tous les dirigeants du monde. Ce qui est paradoxal, et j'en reviens justement à Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, justement, qui est un des théoriciens de la fiction représentative après Thomas Hobbes, il disait ceci qui est vrai. Il disait qu'un peuple veut toujours son bien, mais il ne le connaît pas toujours. Donc il y a une contradiction réelle entre les classes dirigeantes en général, qui parfois perçoivent la réalité d'une manière un peu, je dirais, plus rationnelle, peut-être objective, et les populations, dans une autre époque on aurait dit les masses, qui ont des besoins qui sont beaucoup plus urgentes et beaucoup plus pressantes et qui sont de plus en plus exigeantes. Nous sommes passés de formes de rapports de verticalité dans le commandement, dans la façon de diriger, à des rapports d'horizontalité avec plus d'exigence. Les gens sont de plus en plus exigeants. Évidemment, on peut s'interroger sur le fait que l'élection présidentielle en France s'est déroulée il n'y a pas longtemps. Et le programme qui est en train d'être déroulé, en réalité, a été validé par ces mêmes Français. Par ces mêmes Français. Et c'est ce que je disais en disant que voilà, un peuple veut toujours son bien, mais il ne le connaît pas toujours. Ceci dit, nous devons oublier que dans une optique justement de gestion politique,
en dernier ressort, ce sont les populations qui décident de ce qui est prioritaire et de ce qui ne l'est pas. De là à Le demander- personnel dirigeant doit toujours être à l'écoute de la population, mais surtout à l'écoute de la rue. C'est primordial. Ok, ça c'est clair. Mais on parlait d'effet domino en citant la Belgique, mais il y a déjà en Afrique, près de chez nous, au Burkina Faso, des manifestations contre la vie chère, des manifestations pour un pouvoir d'achat, qui n'est plus là. Nous avons, nous aussi, ce genre de débat. Moi, je vais vous dire, les pays qui seront sauvés seront les pays qui auront de bons tissus, de bons filets sociaux. Et nous avons même dans le gouvernement ce genre de débat. Il y a des gens qui sont plus libéraux de droite, d'autres qui sont plus libéraux de gauche, qui disent mais pourquoi de 0 à 5 ans on va faire des soins gratuits? Pourquoi on le ferait? Pourquoi par exemple récemment le problème de dialyse? Pourquoi on rendrait ça gratuit à l'échelle du pays? Ça coûte tant de milliards. Ces milliards peuvent aller ailleurs. Pourquoi on le fait? On a ce genre de débat. Il y a des gens qui disent pourquoi on donne à 250 000 ménages 100 000 francs chaque année. Ce genre de débat, nous l'avons. Et souvenez-vous que qu'on a commencé à avoir la montée des prix des carburants, certains ont voulu que ce soit répercuté à la pompe. Parce que ça nous fait des moins-values en recettes. Quand on n'augmente pas, l'État perd en recettes. On s'est dit, dès que vous augmentez le prix de l'essence, vous créez un effet domino. Les transports augmentent, la farine augmente, les boulangeries montent le prix du pain et ce n'est plus maîtrisé. On s'est dit, il y a des manières de s'auto-ajuster, y compris dans les finances publiques. C'est pourquoi on fait ce qu'on appelle des lois de finances rectificatives. C'est-à-dire au cours de l'année, on peut avoir moins d'argent, on peut avoir plus d'argent, parce qu'un budget, il est prévisionnel. Et un budget est un instrument de politique. Le président de la République décide par opportunité politique. Il peut aller au cours de l'année et dire « Je ne peux pas être sourd aux revendications des étudiants, parce qu'ils sont ce qu'ils ont dit, c'est très juste, c'est très vrai. C'est qu'il y en a qui n'ont pas de transport, qui montent sur des calèches pour aller étudier, mais il y en a beaucoup qui, une fois à l'université, ne mangent pas. » Le président de la République a dit, en les recevant, a dit « Nous allons rectifier la loi de finances, demander à l'Assemblée nationale de nouvelles autorisations, parce que la loi de finances, elle sert à autoriser justement l'exécution d'un budget, valider la politique budgétaire. » Il y a des revendications dans la santé, il y a aujourd'hui, vous le voyez, des revendications dans le personnel de justice. Le problème, c'est que, et c'est là où des gens révèlent parfois ce qu'on appelle des tensions de trésorerie, ou ailleurs, quand ils parlent de difficultés avec certains partenaires techniques et financiers. En réalité, la dimension sociale, Abdou Diouf, peut-être sans même l'appliquer à fond, parlait de dimension sociale de l'ajustement structurel. Nous avons été sous ajustement pendant 30 ans. Qu'est-ce que ça nous a donné? Une école défaillante, une formation défaillante, des Sénégalais plus malades, peut-être même nous sommes en matière de santé, en train de payer le manque d'investissement structurel qu'il fallait faire pour créer des plateaux médicaux, faire des hôpitaux. Il fallait le faire avant. Nous sommes en train d'en faire aujourd'hui 4 principaux, mais aussi un hôpital américain, un hôpital à Diamniadio. Mais vous imaginez, depuis 1947, nous n'avons pas construit d'hôpital digne de ce nom pour accueillir les Sénégalais, alors que les Sénégalais sont passés de 3 millions au début de l'indépendance à 15 millions aujourd'hui. Dalal Jamm est passé par là quand même. Oui. Avec Abdoulaye Wade. Mais c'est récent. Il y a l'hôpital de c'est très récent. Avec Madame Wade également. Nous n'avons pas eu. Vous parlez de Néné Ficha? Oui. Bon. Néné Ficha. Nous n'avons pas eu d'hôpital du niveau 4, du niveau de principal. Il faudrait, les Sénégalais le méritent. Et nous n'avons jamais pensé à une couverture maladie universelle. Nous n'avons jamais pensé
comme on le fait aujourd'hui, comme le PUDC va le faire, à des postes de santé dans les régions les plus reculées. Nous ne pouvons pas continuer à avoir 2 sages-femmes dans une zone de 100 000 habitants. C'est inadmissible. Oui, mais les Sénégalais s'inquiètent quand même de votre gestion. Vous nous dites qu'un budget flexible, c'est de l'opportunité, c'est politique, il faut se réajuster quand il y a d'autres exigences. Oui, mais il faut une certaine discipline aussi. Mais la discipline, et de la sincérité par rapport à ce budget. La discipline budgétaire, elle est là, elle existe. Et c'est pourquoi, chaque année au début, comme le marathon, c'est le marathon budgétaire présentement, avant la fin du mois de décembre, nous allons demander à l'Assemblée nationale de valider ce que nous allons faire l'année prochaine. Combien nous allons emprunter, si on doit emprunter, combien nous allons avoir en don, combien nous allons avoir en aide budgétaire, et ceci constitue le budget. La partie investissement, la partie fonctionnement. Maintenant, si au cours de l'année, nous avons prévu ou des moins-values de recettes, ou parfois des recettes exceptionnelles, ça peut arriver, nous retournons à l'Assemblée, parce qu'il n'y a que l'Assemblée qui autorise c'est devenu la règle et contrôle le budget. Et donc il n'y a pas en réalité de problème. Et nous devons... Il y a lieu, non, de s'interroger sur la sincérité du budget sénégalais, non? Mais pourquoi? Quand vous nous donnez des prévisions de 4 000 milliards comme budget pour le Sénégal, et qu'au finish, même avant juin, il y a des problèmes au niveau de tous les ministères. Non, il n'y a pas de problème dans les ministères. Voilà ce qui se passe. Les fournisseurs courent derrière leur argent. En 2012, nous avions un budget. En 2011, nous avions un budget de 2050 milliards. L'année d'après, en 2012, quand nous sommes venus, le budget était de 2200 milliards. Il fallait, dans ce budget-là, aller chercher à peu près le quart à l'extérieur pour pouvoir financer notre développement, nos investissements. Alors, nous sommes aujourd'hui à un budget d'un peu plus de 4 000 milliards pour 2019. Qu'est-ce qui se passe? Nos besoins sont plus grands. Et nous avons décidé de consacrer l'essentiel de ce budget aux investissements structurants. Parce que ces investissements ont des externalités justement qui sont positives, à forte rentabilité pour permettre de générer de la croissance. Ce qui compte finalement, c'est que le budget aille vers des dépenses qui sont des dépenses utiles pour le pays. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la première fois, c'est dans notre pays, faire basculer la part dans notre budget, en tout cas dans l'investissement, la part qui revient à l'État plus que la part qui nous vient de l'étranger. Il n'y a pas de problème budgétaire. Mais quand vous faites en même temps, vous voulez faire en même temps des autoroutes, vous voulez faire en même temps des hôpitaux, à chaque fois que vous faites un investissement, même quand c'est un emprunt, dans des conditions qui ne sont plus celles dans lesquelles les gens empruntaient, par exemple en 2011, où ils sont allés chercher des eurobonds pour 500 millions d'euros que nous payons encore. C'est la continuité de l'État. Pour faire une fête entre le 10 et le 20 décembre 2011. Vous voulez parler de Singué-Liwat? Pour organiser une grande fête, nous ne le faisons pas. Mais quand vous faites ça, il y a toujours une part qui relève, que l'État doit fournir. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les États-Unis nous donnent 500 millions de dollars. C'est un don. Mais pourquoi on vous donne cet argent? Il y a une part que vous devez donner. L'État du Sénégal doit donner une part qui est l'équivalent de 100 millions de dollars, à peu près 60 milliards, que nous devons apporter pour mobiliser ces ressources. Mais c'est à chaque fois ce qui se passe. Ce sont nos ambitions qui font qu'aujourd'hui, le Trésor est sollicité de manière permanente et nous arrivons à des niveaux d'exécution de notre budget de 98 à 99% à la fin de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? À la fin de l'année. À la fin de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes au premier semestre, oui.
À la fin de l'année, 98% du budget à la fin de l'année. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes autour de 99% en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes efficients dans la gestion des ressources. Ça veut dire que nous sommes efficaces. Ça veut dire que ce que nous voulions mobiliser, nous l'avons mobilisé. Ce que nous voulions investir, nous l'avons investi. Ce que le président de la République a dit, et les gens le ressentent, c'est qu'on ne peut plus faire ce qui se faisait avant. On prenait de l'argent qui était destiné à de l'investissement, on le détournait pour payer des salaires ou pour donner des marchés dans les bureaux, dans les cabinets des ministres. Ça, c'est terminé. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui ressentent que parfois, on leur dit oui, il n'y a pas d'argent, allez, revenez. C'est parce qu'en priorité encore une fois, nous avons décidé d'investir dans des infrastructures. Qui donc ont une externalité. Ces fournisseurs qui. Mais l'État s'est engagé à payer la dette intérieure dans sa totalité c'est ce que je vous dis, d'ici la fin de l'année. Un pays qui a des problèmes d'argent ne paye pas les salaires le 22, le 24. Ça n'existe pas. Nous n'avons pas ces problèmes-là. Maintenant, il est de bonne guerre. Parce que c'est beaucoup plus sensible. Vous savez les salaires, c'est beaucoup plus sensible. Il faut évacuer ça. Mon cher Pape Cheikh, je vais vous dire, le discours religieux, le discours humain, quel qu'il soit politique, qu'il soit religieux, il a deux ressorts. L'utopie et la dystopie. L'utopie, c'est ce que l'on voudrait avoir. La dystopie, c'est ce que l'on devrait craindre. Et même le discours religieux, il est basé sur ce fondement, l'espoir et la crainte. Il y a des gens dont le travail quotidien et la vocation est de faire peur aux Sénégalais. Mais c'est de bonne guerre. Ils s'appellent opposants, ils veulent faire peur aux Sénégalais pour que ils ne viennent pas. Mais voyez-vous, même les 250 000 ménages reçoivent l'aide de l'État. Alors, et on n'est jamais resté sans être payé, sans que les salaires soient payés. Au contraire, la masse salariale elle-même est passée de 460 milliards à 750 milliards cette année. Mais le traitement des Sénégalais, il s'est amélioré. Nous mobilisons chaque année 400 milliards pour, je ne parle même pas des salaires de l'État cette fois-ci, pour les agences et leur fonctionnement, et 250 milliards de cet argent va dans des salaires dans les agences. Quand vous faites le total, les salaires au Sénégal deviennent quasiment le premier poste de dépenses de l'État. Ça veut dire qu'on s'occupe des Sénégalais, qu'on veille à ce que les Sénégalais et leurs salaires puissent être payés. Les salaires, vous insistez sur les salaires. Mais la question de fond, c'est que le Sénégal présentement vit au-dessus de ses moyens. Mais jamais. Mais jamais. Vous savez comment vous savez qu'un pays, si un pays vit au-dessus de ses moyens au moins, il y a des indicateurs macro. C'est le déficit budgétaire. Nous l'avons trouvé à 6,8%. Nous l'avons ramené à 3,7%. L'autre indicateur, si on vit au-dessus de nos moyens ou pas, c'est que le taux d'endettement rapporté au PIB est contenu en deçà des critères indiqués par l'UEMOA, en deçà des 67%. Nous étions à 61%, mais après le rebasing, nous sommes aujourd'hui à un taux de 45%. Mais donc c'est quoi le problème? 45%. Actuellement. Donc ça serait quoi? Et les remontrances du FMI? Il n'y a pas eu de remontrance. Il n'y a pas eu de remontrance. Les réserves du FMI par rapport à 2019 déjà. Le FMI dit, au contraire, que l'État du Sénégal gère bien ses équilibres macroéconomiques. C'est ce que le représentant de la Banque mondiale a dit. Ah non, je vous l'assure. Je peux vous donner lecture de ce que le représentant de la Banque mondiale a dit. La dette du Sénégal est soutenable, mais il y a des nuances. Elle ne met pas en danger la stabilité du cadre macroéconomique, mais elle coûte cher. Voilà ce qu'il a dit. Il dit la dette du Sénégal est soutenable. La dette du Sénégal est soutenable. En tout cas, il n'y a pas encore... Et vous savez, il n'y a pas de débat sur la dette. La dette, c'est comment vous l'utilisez. Est-ce que vous l'utilisez pour créer de la richesse ou est-ce que vous l'utilisez pour faire une fête?
pour donner à vos enfants, pour faire une fête. Non, vous exagérez là, donc vous nous parlez du FESMAN, mais il y a beaucoup d'investissements du temps de Wade, il n'y a pas que le FESMAN. Et le FESMAN a rapporté aussi. Récemment, vous avez inauguré le musée mais qui fait partie des 7 merveilles de Abdoulaye Wade. Je ne veux pas venir à ce... Le musée, ce n'est pas de l'endettement, le musée, c'est un don de la Chine. Oui. Je ne veux pas ramener ce débat, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que l'utilisation de la dette, c'est ce qui compte. Les États-Unis ont passé le cap mythique de 21 000 milliards de dettes. La France est à 103% de son PIB. C'est comment vous utilisez la dette. Est-ce que vous l'utilisez pour faire de la richesse, pour produire de la richesse? C'est là la question. Et si je vous prends au mot, utiliser la dette à bon escient, créer de la richesse, créer de l'emploi, justement, créer des externalités positives. Justement, les économistes vous font ce reproche. Ils vous disent que ce que vous faites, c'est le plus facile. S'endetter pour avoir de nouvelles routes, s'endetter pour faire les bourses familiales. C'est le plus facile pour un État. Le plus important, c'est d'industrialiser cet État. Attendez, il y a un débat sur l'industrie qui n'a en réalité... moi, je voudrais avoir un débat, qu'on organise un débat réel entre nous et ceux qui parlent de ça. Comment l'Europe s'est reconstruite après la Deuxième Guerre, après la crise de 29 et la Deuxième Guerre? Avec de la dette. Avec de la dette. Et le plein emploi. C'est avec un plan Marshall. Le plein emploi, c'en est sûr. Avec de la dette et avec ce que nous faisons. Parce qu'à un moment donné, dans le style du New Deal, c'est quoi? C'est l'État investit assez par ses moyens pour créer de l'emploi, générer de la dépense, mettre de l'argent dans la poche des populations, créer un pouvoir d'achat et faire de la croissance. C'est exactement ce que nous faisons. À la différence, à la différence que nous allons emprunter de la dette concessionnelle. C'est ce que nous faisons au Sénégal. Avec des taux presque égaux à 0%. Bientôt alors le plein emploi au Sénégal. Alors l'industrie. L'industrie, parlons-en. Ouais. Quand nous sommes venus, une des priorités du président de la République a été la reconstitution du tissu industriel. Qui a cassé les ICS pour séparer la partie production de la partie commercialisation? Ils sont sanctionnés. Qui l'a fait? Ils sont sanctionnés. C'était notre fleuron industriel. Ils l'ont cassé. Nous parlons des 7 dernières années. Attendez. Nous parlons des 7 dernières années. Permettez-moi de vous expliquer. Qui a cassé la Sonacos en le vendant à un ami à 6 milliards et en même temps en lui accordant la même année une subvention de 6 milliards. La Sonacos, avec des usines dans l'ensemble du pays qui faisaient travailler des milliers de Sénégalais. Ensuite, quand nous sommes arrivés, nous nous sommes attelés à nationaliser la Sonacos, à réouvrir... En faisant quoi concrètement? Mais l'État, la Sonacos, de fait, appartient maintenant à l'État du Sénégal. Oui, de fait. C'est devenu une entreprise nationale. Les usines commencent à rejouer leur rôle dans les régions, à Ziguinchor, à Diourbel, un peu partout. Vous avez SIC, vous avez SIB, vous aviez des Sonacos un peu partout. La production arachidière, elle sert maintenant pour le quart de notre production à faire de l'huile et donc à faire travailler des Sénégalais. Nous avons des cimenteries qui ont été ouvertes. Mais mieux aujourd'hui, nous commençons un processus d'industrialisation qui en réalité est lié aussi à ce que nous avions comme ressources minières, minéralières. Nous n'avions pas, aujourd'hui nous produisions de l'or. Bientôt nous allons raffiner de l'or. Bientôt nous serons un comptoir majeur dans le monde. Nous sommes en train de préparer l'industrie du pétrole et des gaz. J'ai l'impression que je découvre le Sénégal avec Souleymane Diop. Non, vous allez à Djogé, nous faisons du zircon. Nous allons bientôt faire du pétrole et du gaz. Et quand nous ferons du pétrole et du gaz, nous aurons de l'industrie dans les produits dérivés du pétrole et du gaz. Mais mieux, nous avons du fer.
que nous ne pouvions pas transporter, que nous ne pouvions pas exploiter, alors que le fer, l'acier, c'est un fondamental dans l'industrialisation d'un pays. Vous touchez là des points sensibles. Et nous avons aussi l'agro-industrie, nous sommes en train de la développer en faisant plus de tomates, en plus faisant plus d'oignons, en plus faisant plus de produits horticoles en général. Et il y a dans l'agro-industrie des unités de transformation. Dans ses propos, Macky Sall est beaucoup plus modeste que vous quand même. Lui au moins, dans son dernier discours, il commence à parler d'industrialisation et il parle de 2019-2024. Pas comme vous. Vous nous dites que le Sénégal est déjà industrialisé. Non, je ne dis pas qu'il est industrialisé. Je vous donne un point de départ en 2012. Et je vous dis ce que nous sommes en train de faire. C'est par exemple aller avec un effort surhumain, la NSTS de Thiès, la Société nationale des textiles, la remettre en route. C'est ça l'industrialisation. N'oubliez pas que pendant longtemps, on nous a dit, nous Sénégalais, nous n'avions que de l'arachide. C'est pourquoi, encore une fois, et ça c'est ce que je dis à ceux qui passent leur temps à critiquer, il y a des pays qui se sont développés, qui sont devenus émergents et riches en développant pas nécessairement des industries, parce que les industries, quand vous développez l'industrie, il y a des inconvénients en termes d'environnement, en termes d'impact sur les populations, sur la santé. Il y a des pays qui ont développé à partir de leur secteur tertiaire et quaternaire, qui ont connu l'émergence et le développement. Vous allez à Dubaï pour acheter aujourd'hui des pots de tomates, des canettes et tout ça. Vous croyez que les petits pois que vous achetez à Dubaï, c'est produit à Dubaï? Ils ont utilisé leur port. Oui, mais ils ont utilisé leur aéroport. Ils ont d'autres ressources. Bon, écoute, attendez. Dubaï n'a pas de ressources. Il y a la destination déjà qui est bien vendue. Ils ont utilisé leur position géographique pour en faire un hub. Et aujourd'hui, quand vous regardez le profil... C'est que le Sénégal a tenté depuis son indépendance et que le Sénégal n'a jamais réussi. Non, c'est une réponse. C'est pour rappeler ceux qui critiquent à un peu plus de modestie. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que vous regardez... Au moins la coque d'arachide, l'utiliser, décortiquer l'arachide ici sur place. Mais donner le tout aux Chinois. On ne donne pas tout aux Chinois. Bon, je termine sur Dubaï. Vous regardez le profil du PIB de Dubaï. C'est constitué de Emirates et de Dubai Port. C'est constitué par le secteur tertiaire, le secteur des services. Ici au Sénégal, notre croissance a longtemps été tirée par le secteur des services. Ce sont les banques, ce sont les télécoms. Ce qu'il faudrait faire, c'est que nous puissions nous-mêmes avoir un fleuron, être des fleurons dans ces matières. Ce n'est pas forcément en allant faire du charbon, en allant faire des carrières, en faisant du ciment que nous allons développer notre pays. La première matière exportable aujourd'hui pour asseoir un développement, c'est la connaissance. C'est la matière la plus chère. La Chine est industrialisée, les gens ont transformé ce pays en usine. Mais celui qui a le savoir, qui a la connaissance, qui a l'invention, qui a l'innovation, celui qui a la stabilité, c'est lui qui capte les investissements, c'est lui qui a la connaissance et en dernier ressort, c'est celui qui a le capital. Ce sont les États-Unis. Les Apple que nous avons, les gadgets que nous avons, les produits même médicaux que nous avons, c'est fait en Chine. Ça n'a pas rendu les Chinois plus riches. Ça en a fait une usine dans laquelle les Chinois vont travailler, parfois à des coûts inférieurs à ce qu'on aurait payé en Europe. Je vois que vous lisez beaucoup. Vous lisez beaucoup sur les Judier. Je ne suis pas en train de lire, je suis en train de vous dire... Soyons un peu réalistes. Soyons un peu réalistes quand même. Oui, vous citez les philosophes, vous nous parlez de l'économie globale, vous nous faites un cours magistral sur l'économie mondiale. Mais soyons... oui, regardez cette Chine. Vous parlez de la Chine en parlant d'usine. Mais la Chine est en train de baliser les nouvelles routes de la soie en frappant aux portes même de l'Europe, de l'Afrique, de toute l'Asie. La Chine se prépare pour se positionner d'ici 20 ans, pour être la première puissance mondiale. Mais quand même, sérieusement, nous n'en sommes pas à ce niveau. Nous gérons quoi? Nous gérons la présidentielle à venir. Non. Vous savez ce que nous avons fait, nous? En 2014, le 14 janvier, nous avons lancé, à l'échelle du monde,
un plan qui s'appelle le plan Sénégal émergent et qui prévoit une stratégie d'émergence à l'horizon 2035. Ça transcende les partis, ça transcende les mandats des chefs d'État. Ça va à 2035. C'est mon fils qui sera peut-être là, moi je ne serai peut-être plus là, en tout cas pas aux affaires. C'est ça un pays. Nous avons prévu en 2022 une croissance de 12%, une croissance à 2 chiffres. Et nous prévoyons, au-delà de 2022, l'émergence autour de 2025, l'émergence que nous attendions pour 2035. Parce que quand on faisait le PSE, on n'avait pas le gaz, on n'avait pas le pétrole. Aujourd'hui, nous l'avons. Et j'ai entendu le directeur de la Sénélec annoncer. D'ailleurs, c'est le gouvernement qui va le faire. L'électrification universelle en 2025. Parce que nous en aurons les moyens. Et ça, ce n'est pas du discours. Depuis 5 ans, nous faisons des taux de croissance supérieurs à 6%. En réalité, la croissance, c'est quoi? C'est... Vous l'avez expliqué. Nos fleurons, c'est au niveau de la téléphonie. Oui, la téléphonie jusqu'ici. Donc, une croissance qui ne va jamais profiter au Sénégal et aux Sénégalais. Mais pourquoi? Oui, quand vous nous parlez de téléphonie, vous parlez de quoi? Mais vous savez combien le Maroc emploie dans le secteur des centres d'appel? Pour donner un exemple, ce sont des Sénégalais qui y travaillent. 250 000 emplois. 250 000 emplois. Quand vous voyez le top 5 des entreprises qui créent le plus d'emplois en Afrique, le top 5, les 4, ce sont des compagnies de téléphone. Okay. Beaucoup disent que vous vendez du vent. Parce que quand vous osez regarder les Sénégalais pour parler de plein emploi dans ce pays. Vous savez combien de Sénégalais viennent sur le marché de l'emploi chaque année? Combien? 275 000 Sénégalais arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Nous avons 525 à 530 000 Sénégalais qui naissent chaque année. 300 000 à peu près vont à l'école primaire. La moitié arrête avant le CM2. Et malgré tout, donc, sur la population active que nous avons, des Sénégalais qui s'activent, un Sénégalais sur 2 n'a pas de qualification ou n'a jamais été à l'école. Il faut régler ce problème pour qualifier, rendre les Sénégalais qualifiés. Parce que nous allons bientôt être un pays riche. Nous allons avoir du pétrole et du gaz. Nous aurons des secteurs d'emploi où il faudra avoir de la technicité. Il faut le régler. C'est ce que l'État essaie de faire à travers les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, à travers les cégep, les collèges d'enseignement dans les régions. C'est ce que nous essayons de faire avec les ENO. C'est ce que nous essayons de faire avec les universités en les professionnalisant et en les spécialisant. C'est ça que nous essayons de faire dans les conseils d'administration des universités en exerçant un rapport de parité entre les professionnels et le personnel enseignant. Il faut le régler. On ne peut pas régler le problème des Sénégalais autrement. Il faut rendre les Sénégalais qualifiés et compétents. C'est un premier pas. Ensuite, avoir une politique d'emploi. C'est avec les startups, c'est ce que nous faisons. C'est dans d'autres secteurs, dans l'agro-industrie par exemple. C'est ce qui est en train de se faire. Mais nous sommes encore un pays pauvre. Nous ne produisons pas assez de richesses pour investir assez dans le rapport étudiant rapporté à la population est encore très faible. On doit aller vers des taux, des chiffres qui avoisinent les 250 000, 300 000 étudiants sénégalais. Nous ne formons pas assez les populations. Il faut régler ces problèmes-là. Mais nous ne pouvons pas avoir la prétention déjà d'absorber tous ceux qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Le chômage, il existe partout. Même dans des pays qui ont des ressources. Je vous donne l'exemple de l'Algérie. Le taux de chômage, il est très élevé. Il faut aussi, il faut le dire, avoir des politiques de croissance démographique pour pouvoir profiter d'une notion nouvelle qui est au cœur du développement de tous les pays émergents, la notion de dividende démographique. Professeur Souleymane Jules Diop. Ok. Là,
mais j'ai l'impression que je suis en face d'un professeur. Vous me faites, oui, ce discours, vous lisez beaucoup ces temps-ci, en économie, en sciences sociales, mais voilà, mais vous n'avez pas répondu à la question, donc on a rapporté ces propos. Il y a eu 500 000 emplois de créés. 500 000 emplois, mais vous n'avez jamais parlé de plein emploi au Sénégal. Jamais. Le plein d'emploi, c'est ce que nous visons dans 10 ans. Dans 10 ans. Oui, mais le plein d'emploi, il n'existe nulle part. On a parlé de plein emploi à des rares moments dans l'Allemagne sous Hitler, juste sorti de la crise de 29, vers 1937, on en a parlé dans de grandes dictatures. Mais c'est réellement respecté. Aux États-Unis, quand le taux de chômage est très bon, il est autour de 3%. Ok. C'est réellement respecter les Sénégalais que même de prononcer ce mot, plein emploi. C'est ce que nous visons, nous avons l'ambition. Sérieusement. Mais il faut avoir l'ambition, mon cher. Oui, il faut avoir de l'ambition, c'est clair. C'est l'ambition que nous avons. Pas de la prétention. Si nous avons du gaz et du pétrole, les revenus et les emplois que ça va générer permettront aux Sénégalais de réaliser plus que le plein emploi. Parce que, selon les prévisions que nous avons, nous aurons besoin de faire venir de la main-d'œuvre dans les pays de la zone. Ok, l'équation elle est simple. Vous autres Sénégalais, surtout jeunes, allez vous former. Il y a de l'emploi, il y a de la richesse au Sénégal, les opportunités sont là, mais vous ne savez rien faire de vos mains. C'est ça que dit le gouvernement. Non, c'est pas ce que nous avons dit. Nous avons dit que nous avons... Il n'y a pas de qualification. Non, nous disons que nous, Sénégal, nous, État, représentants de l'État, nous, gouvernement du Sénégal, avons la responsabilité de former les Sénégalais. Et je vous ai dit tout ce que nous sommes en train de faire pour aider à l'emploi, par des formations par exemple à courte durée. Les Sénégalais sont très braves. Mis dans des conditions où ils doivent travailler et se débrouiller, ils le font excellemment bien. Il faut aller à l'extérieur, dans les pays étrangers, pour voir à quel point les Sénégalais aiment et savent travailler. Mais il faut aussi aller à l'étranger pour voir à quel point nous avons des experts expatriés. Nous avons du talent. Nous avons des gens qualifiés et experts dans tous les domaines. Il faut juste qu'il y ait une masse critique d'ingénieurs. Vous voyez, toute l'Afrique, il n'y a que 25 000 ingénieurs. Une masse critique d'ingénieurs, une masse critique de professeurs, une masse critique de personnes qualifiées, capables, par exemple, demain, de dépanner un avion, quand nous aurons un avion. Aiguisons nos compétences. Mais pour attirer... Pour créer de l'emploi, il faut attirer l'investissement. Pour attirer l'investissement, il y a deux facteurs essentiels. Trois. Il faut de l'énergie à bas coût. Il faut un environnement incitatif. Il faut une main-d'œuvre disponible et qualifiée. Ce qui fait que les gens vont en Éthiopie, c'est que l'Éthiopie, dès les années 90, a réglé la question de l'énergie avec un barrage qui lui fournit de l'énergie à quantité suffisante. Elle a formé son personnel et elle a profité de sa position géographique pour faire venir des sociétés chinoises d'ailleurs et dans le domaine, par exemple, de l'entretien des avions, du départ, de tout ça. Et aujourd'hui, l'Éthiopie reçoit 1000 fois, je dis bien, ce que nous recevons, nous, sur le marché de l'emploi chaque année. Le pays ne peut pas l'absorber. Quand vous avez 115 millions d'habitants et une population très jeune, vous avez chaque année 2 500 000 Éthiopiens qui arrivent sur le marché du travail. Le rapport à la pauvreté, le rapport au travail, il n'est plus le même. Nous, Sénégalais, sommes 15 millions. Mais ce que je vous dis là, ce sont les problèmes qu'il nous faut régler. Et c'est pourquoi, dès que nous sommes arrivés, nous avons doublé la production énergétique et réglé le problème de l'énergie. Nous avons fait des efforts sur l'environnement des affaires en rendant notre environnement plus incitatif. Nous sommes en train de faire des efforts pour rendre notre main-d'œuvre plus qualifiée, pour, avec le pôle industriel de Diamniadio, attirer des centaines de milliers d'emplois au Sénégal. Le Sénégal n'est pas encore riche, oui, tout le monde est d'accord là-dessus, mais le Sénégal a quand même pas mal d'atouts, notamment sa stabilité. Oui, tous ses engagements, pas engagements, mais en tout cas, tous ses vœux peuvent se réaliser dans un Sénégal stable. Et là, nous nous acheminons vers une présidentielle, à 3 mois de la présidentielle. Beaucoup craignent pour ce Sénégal.
avec un président sortant qui est un manœuvrier politique aux yeux de ses compatriotes, de beaucoup de ses compatriotes. Vous savez, Pape Cheikh, moi je suis un historien amateur. Je suis un historien amateur et un politologue amateur, je dirais. Et ce pays n'a jamais été aussi stable dans son histoire. Essayez de vous représenter le Sénégal tel qu'il était en 2011. C'est pas le même Sénégal. Il y avait déjà beaucoup de morts. Il y avait déjà le 23 juin. Et il y avait une tentative de forcing constitutionnel pour nous imposer le fait que même avec 14% quand on est devant, on devient président. J'ai parlé de fait, malgré tout, malgré la douleur, les souffrances, parce qu'il y a eu 22 morts entre juin 2011 et février 2012. 22 morts, y compris des enfants. Abdoulaye Yengouad à Yembal, Sinan Sidibé à Kédougou, et d'autres, et d'autres, et d'autres, que je pourrais citer. Eh bien, malgré cela, les gens ont organisé leur fête. Invité des stars américaines sont venues ici pour s'amuser. Et pourtant, le mois précédent, l'essence venait d'augmenter le prix du super pour aller à 815 francs CFA. Je parle de novembre 2011. Aujourd'hui, nous avons maintenu nos prix. Regardez partout, dans tous les pays, ce qui a mobilisé les populations et sorti les gens dans la rue, souvent c'est parce qu'ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, ils se plaignent de la vie chère. Eh bien, la vie chère, c'est la première question que nous avons adressée quand nous sommes venus ici. Essayez de baisser les loyers, essayez de baisser les prix des denrées. Et aujourd'hui, ceux qui nous font des critiques, ils reprochent au président de la République de ne pas répercuter les hausses du prix de l'essence, du pétrole sur l'essence, sur le gaz et même sur les prix des denrées. Nous avons fait l'option de ne pas le faire. Parce que nous comprenons aussi que la stabilité de notre pays en dépend. Regardez ailleurs, pour 20 centimes, vous augmentez le prix de l'essence pour 20 centimes, vous suscitez une sorte de réminiscence de souffrances passées. Le Sénégal n'a jamais été aussi stable dans la rue. La stabilité, c'est un processus d'amélioration continue. Oui, pour comparer. C'est comme un produit. Vous avez comparé 2011 à 2018. Mais j'aurais pu comparer 99 à 2018. Ok, mais là, en 2018, là, l'opposition se barricade. Mais elle se barricade comment? Elle est en train d'investir ses candidats. Elle ne s'est pas barricadée. Au moment où je vous parle, il y a deux leaders qui sont en train d'annoncer leur candidature. Donc l'opposition ne se barricade pas, mon cher ami. Oui, mais ces leaders, que ce soit Diop Decroix, que ce soit Thierno Alassane Sall, que ce soit eux tous, ils continuent de dire qu'ils ne veulent pas un Aly Ngouille Ndiaye qui organise les élections. Le parrainage, on n'a pas fini d'en parler, avec la validation ou non des candidatures. Il y a quasiment un contentieux préélectoral qui même pousse le Conseil constitutionnel à commencer à communiquer. Enfin, moi je trouve que c'est bien que le Conseil constitutionnel communique. Parce que je pense qu'il y a une obligation que nous avons de faire comprendre les décisions dans l'État. Et le Conseil constitutionnel n'est pas une entité en dehors de l'État. C'est une entité importante qui est chargée de veiller à la conformité des lois que nous faisons par rapport à notre Constitution. Et à ce titre, je pense que ces responsables qui sont dignes de la confiance des Sénégalais et surtout de nos institutions, je pense qu'ils font bien de communiquer avec, et même d'associer les Sénégalais dans le processus maintenant qui doit nous conduire à la présidentielle. Si ça peut aider à établir une confiance, un rapport de confiance, c'est bien. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien, c'est une bonne chose. Maintenant, on va toujours débattre dans notre pays. Je me souviens en 99, je le dis souvent, il y avait deux experts sénégalais que je ne vois plus. Parce que
Au Sénégal, d'un seul coup, vous voyez des gens qui sortir. Lesquels? On dit que c'est des experts. Lesquels? Mais il disait que Abdoulaye Wade avait fait venir des Russes pour manipuler le vote. Je n'y ai jamais cru. Moi, en 2007, quand Abdoulaye Wade a gagné, j'ai adressé des messages à tous les opposants pour leur dire Abdoulaye Wade a gagné. Il y en a qui m'en ont voulu. Je pense qu'Abdoulaye Wade a gagné en 2007. Autant j'étais convaincu qu'en 2011 déjà, qu'on ne pouvait pas frauder aux élections. Il faut travailler. Diriger le Sénégal, ça se mérite. C'est un énorme travail. Et c'est un travail de terrain. Macky Sall, lui, il dit qu'il le mérite avec son dernier livre, Le Sénégal au cœur. Beaucoup de critiques autour du titre, autour de la maquette, avec un président Macky Sall qui montre qu'il est auprès de ses populations, mais deux personnes qui tournent le dos. Voilà, les scientifiques, ceux qui ont fait de la sémiologie, émettent leurs critiques, mais le contenu surtout, les gens retiennent un président trop beau, clean, avec un parcours exceptionnel. C'est ce qu'il dégage. Je pense qu'il n'est pas parfait. Ce n'est pas un président parfait. C'est ce que dégage le contenu du livre, non? Je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'il a voulu faire. Je pense que c'est le Sénégal au cœur. Dans le Sénégal au cœur, c'est vrai qu'en même temps, d'une manière un peu par la parabole, il essaie de dire que il a le Sénégal dans le cœur. Mais je pense qu'au-delà, il a essayé de parler avec son cœur. Je pense. Il n'est pas allé chercher loin quand même par rapport au titre. Il a parlé avec son cœur et je pense qu'il a dit parfois des sentiments. Moi, j'ai découvert par exemple ce qu'il a pu ressentir quand il a entendu des propos sur sa mère, sur ses origines. Ok. Oui. Au-delà, c'est un humain. Je pense que c'est l'homme Macky Sall qui s'est révélé. Heureusement, nous n'avons pas élu un dieu. Ok. Nous avons élu un homme. Bien sûr, oui. Et vous avez également découvert Sandrine, non? Beaucoup ont retenu cet épisode. Oui, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Il y en a eu pas mal de Sandrine. Je ne sais pas si moi j'en aurais parlé. Franchement, si j'étais à sa place. Parce que malheureusement, les Sénégalais les Sénégalais aiment l'anecdote. Les Sénégalais aiment l'anecdote. Ils aiment s'attacher à des choses croustillantes comme ça, mais c'est humain. Bon, Sandrine, c'est qui Sandrine? Voilà. Bon, moi, bien sûr, c'est un nom d'emprunt. Elle ne s'appelle pas Sandrine dans la réalité. En réalité, je n'en sais rien. Oui. Et vous n'aurez rien dit de toutes les façons. Ok. Aux côtés de Macky Sall, il y en a d'autres qui se voient assez beaux, assez forts, assez intelligents pour diriger le Sénégal. Parmi eux, Karim Wade, qui annonce. Vous savez, moi, je suis étonné par les Sénégalais. Pour moi, pour le moment, les candidats sont ceux qui ont été investis. Pour moi, il y a deux moments. Il y a la déclaration volontaire, dire je veux être candidat. Bon, je n'ai pas entendu beaucoup de gens de le dire. J'entends d'autres gens dire oui, il est notre candidat. Pour moi, la déclaration volontaire, première étape. Deuxième étape, sa validation par une instance régulière au cours d'un congrès ou d'un conseil national ou d'un comité directeur, secrétariat national transformé en congrès. Pour moi, tant que ce moment n'existe pas, il n'y a pas encore de candidat. Et donc, pour le moment, les candidats se comptent à peu près au nombre de 5. Bon. Après, il y a des tentatives de diversion. Et son retour? Je n'en pense rien, très franchement. Moi, je pense qu'on nous divertit depuis 3 ans. Okay. On nous divertit, mais sur des oui, il est à Diamniadio, oui, il est à Sangalkam, oui, il arrive, il est au niveau de l'autoroute, il est ceci, il est ça. Mais les Sénégalais ont tellement de problèmes. Ok. Celui qui en a fait quand même la déclaration, c'est Khalifa Sall. Je ne l'ai pas entendu. Il a écrit aux Sénégalais pour dire qu'il est candidat.
À partir de sa cellule, il l'a écrit. Il l'a écrit à maintes reprises. Non, moi je ne l'ai jamais vu le dire. Je ne l'ai jamais entendu le dire. Vous ne lisez pas ces lettres qu'il adresse aux Sénégalais? Je n'ai aucune preuve de l'authenticité de ça. Je ne l'ai jamais vu dire qu'il est candidat. Je ne l'ai jamais vu. Mais vous savez, je suis très sincère et très honnête. Je ne l'ai jamais vu dire qu'il est candidat. Et même pendant et avant, je l'ai entendu parfois dire ñun ku demul ñu dem, des choses comme ça, mais candidat jamais. Le temps passe toujours vite avec Souleymane Jules Diop. Il y a des gens qui se sont déclarés candidats. Qui se sont déclarés. Mon frère Bougane Gueye Dany. Et vous le dites en riant. Oui, mais moi je trouve que ce qui nous arrive, c'est merveilleux. Nous avons des jeunes dynamiques qui ont de l'ambition. Et pour moi, c'est très bien. Et vous êtes tranquille quoi, face à ces candidatures? Mais c'est même très bien, heureusement qu'il y a des candidats. Et bon, le temps est épuisé. Juste un mot sur la nouvelle stratégie d'Idrissa Seck, son silence. C'est une stratégie. Vous le voyez comment, l'actuel Idrissa Seck? Vous croyez que son silence, c'est une stratégie? C'est une simple question. Vous en dites quoi? Enfin, moi je me concentre sur ce que nous faisons. Sur ce que nous devons dire aux Sénégalais pour qu'ils nous fassent confiance. Je suis concentré sur ça. Je sens maintenant que l'espace, quand il est occupé, je le sens occupé. Par exemple, je vois des gens qui vont à l'étranger, qui reviennent, qui disent on sort du CFA, on fait... J'entends ça. J'entends Bougane, je le suis, parce qu'il m'intéresse personnellement. Je vois ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et dans ce qu'il fait, il y a des choses intéressantes. Parce que je trouve que Bougane Gueye nous interpelle. Quand il va dans une localité, avant-hier, je l'ai suivi, il a brandi une bouteille, il a dit voilà l'eau que telle population de telle localité boivent. Immédiatement, j'ai appelé mes équipes au PUDC pour leur dire mais allez voir ce qui se passe. Et pour moi, c'est comme ça qu'on doit travailler. Et il est dans son rôle. Et moi, je trouve ça bien. Ok, ça se comprend. Vous choisissez vos adversaires. Comment ça? En citant Bougane, en insistant sur lui, oui, vous le choisissez comme adversaire, en ignorant Idrissa Seck. Non, mais moi je trouve Bougane Gueye très intéressant, mais parce qu'il m'interpelle. Et Idrissa Seck ne vous interpelle pas? Il parle de l'eau dans le monde rural, ça m'interpelle. S'il parle demain de zones non électrifiées, ça m'interpelle. Je trouve que c'est bien ce qu'il fait. Il aurait, pour moi, il a sa place à l'Assemblée nationale. Mamadou Diop Decroix, Idrissa Seck, il ne vous interpelle pas? Enfin, je pense que ce qui rajoute à mon intérêt, mon regain d'intérêt, c'est que je vois des jeunes de ma génération qui, à mon avis, jouent bien leur rôle, avec parfois de la maladresse. Là, vous nous parlez peut-être de Ousmane Sonko? Tous. Avec parfois de la maladresse, avec parfois des approximations qui sont préjudiciables même à leur démarche. En n'oubliant pas que réformer, révolutionner, ça prend des préalables, ça prend du temps. Et il y a des choses qui semblent faciles tant qu'on n'est pas au pouvoir, mais qui sont très complexes. Il y en a quand même qui sont issus du système, comme Boubacar Camara, qui ont un autre discours. De quel système? De quel système? Non, moi... de l'appareil étatique. Bon, vous parlez des gens. Boubacar, c'est notre grand frère en Fatick. Je n'ai pas l'occasion de le connaître bien. Ses frères sont mes amis de tous les jours. C'est mes camarades de lycée à Fatick. J'avoue que je ne connais pas son programme. Je l'entends dire Djengou, 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 mais c'est tout ce que j'entends dire. Djengou. Ok, Souleymane Jules Diop. Djengou. Et il se focalise sur son candidat Macky Sall. Voilà, donc le reste, c'est pas important. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de l'avoir en face de nous, Souleymane Jules Diop. À dimanche, Inch'Allah, pour un autre numéro. Sen TV, bienvenue chez vous. Bientôt sur Sen TV. Bonjour chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous revoir sur la Sen TV. Bienvenue dans cette deuxième édition du concours du meilleur boulanger du Sénégal. Le concours est de retour pour que nous ràññee Sénégal kan mooy meilleur boulanger, kan moo fi gën a mën a defar mburu. Il faut balaa ngaa façonner nga am sa pâte te déjà on a notre pâte
comme dañuy peser benn poids bu 250 grammes. concours national bi nga xamante ne moom la ñu jagleel defarkatu mburu yi door na ñaareeli édition bi tàmbali ñi leen di gunge nag bokk ci Grand Moulin de Dakar ginnaaw bi nga xamante ne sélection bu njëkk bi jàll na ba ñu tabb defarkatu mburu yi gën a xarañ entraînement yi nag naka door kan